Pourquoi faut-il supprimer les classes prépa? Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des écoles normales supérieures, et je vous ai vu dans les commentaires, vous m'avez pas raté, vous avez corrigé, complété les informations pour fournir plus d'éléments autour de ce sujet. Du coup, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de vous parler des classes préparatoires. Je sais que c'est un sujet qui est très polémique, qui fait pas forcément consensus, et je me suis dit, bah c'est l'opportunité de vous en parler. Sachant que la minorité des élèves, après leur bac, vont dans les classes préparatoires, alors que ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. Plus de la moitié de ces élèves, en plus, viennent de parents de père ou mère avec des professions de cadre. Donc c'est un choix de discussion qui est légitime de se dire, mais est-ce qu'il est légitime de continuer à former des élèves de manière aussi discriminatoire que les classes prépa? Je vais attaquer le sujet, mais vous allez voir que c'est bien plus compliqué que ça. 80% des élèves en sortant de ces formations de classe préparatoire sont quand même satisfaits de leur formation et souhaitent, s'ils avaient le choix, refaire ce type de formation s'ils en avaient la possibilité. Donc ce sont les formations qui sont souvent les plus appréciées dans le supérieur. Alors il y a de fortes polémiques que j'aimerais bien parler avec vous dans cette vidéo. Je vais traiter de tout ça durant toute la vidéo. Merci de m'écouter, je suis Guillaume Saès, chercheur en mathématiques et data scientist et co-gérant de la chaîne Science Trash, et aujourd'hui nous allons parler des classes préparatoires. Alors pour commencer, c'est quoi une classe préparatoire en France? Les classes préparatoires en France, c'est un sujet qui est assez large, tout le monde en parle, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en fait il faut comprendre que des classes préparatoires, il en existe dans plein de domaines, que ça soit la littérature, que ça soit même les classes préparatoires dans le cinéma, les classes préparatoires dans le commerce ou la science, il existe des classes préparatoires même en médecine, il existe tout plein de classes préparatoires. La plupart du temps, on parle des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles. Ces classes préparatoires aux grandes écoles sont regroupées en trois catégories qui sont les CPGE littéraires, qu'on appelle souvent les cagnes et hippocagnes, les CPGE économiques, qui sont celles qui sont souvent en partenariat avec des universités pour essayer de former donc à l'entrée à des écoles de commerce, et enfin les CPGE scientifiques qui sont les plus connus avec les MP2I, MPSI, PTSI, PCSI, etc. Et dans ces classes préparatoires, l'objectif est souvent de vous préparer à un concours assez exigeant pour rentrer dans une école. Alors, en France, il faut comprendre que c'est spécifique vraiment à notre pays d'avoir un tel système. Si vous partez dans un autre pays comme la Belgique, les classes préparatoires n'existent pas, ou même des classes préparatoires aux États-Unis, etc. Pour former à une entrée à une école d'ingénieur, ce sont des systèmes qui est vraiment particulier et qui est unique à notre pays. Qui plus est, il faut comprendre que le fonctionnement en école d'ingénieur est aussi assez particulier en France. Parce que, en fait, si vous allez dans un autre pays, les universités se contentent à elles-mêmes. En fait, la façon dont, fonctionnent les répartitions après le baccalauréat ou après, si vous voulez, des études de lycée n'est pas le même entre les différents pays. Si je prends par exemple la Belgique, les étudiants qui proviennent d'un bac professionnel ou d'un bac technologique vont plutôt aller dans des écoles d'ingénieurs, tandis que les élèves qui ont des bons résultats dans un cursus mathématique classique vont aller plutôt à l'université. En effet, l'université est plus une voie de prestige qu'une voie, comme on l'a en France, de roue de secours qui est assez mal vue. Donc voilà, la vision qu'on a des classes préparatoires en France, elle est vraiment unique à notre pays, et vraiment, quand vous allez vouloir changer de pays, il va falloir souvent expliquer ce que c'est une classe préparatoire, qu'est-ce que c'est même une école d'ingénieur par rapport à ce qu'il y a dans les autres pays. Donc, à vous de voir, si vous partez à l'étranger, comment vous souhaitez expliquer cela. Ensuite, il faut comprendre que les classes préparatoires subissent de nombreuses critiques, et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Quelles sont les nombreuses critiques des classes préparatoires? Alors, il y a bien sûr les critiques qu'on entend beaucoup dans les médias, le stress, l'anxiété, même les nombreux taux de suicide qu'il y a eu à une époque lorsque moi j'étais étudiant en classe préparatoire. En effet, je n'ai pas fait un cursus complet en classe préparatoire parce que les classes préparatoires, dans mon cas, c'était pas forcément ce que je souhaitais faire. Je souhaitais être mathématicien et pas ingénieur, donc j'ai décidé de plutôt m'orienter vers le magistère de mathématiques d'Orsay et faire un master de mathématiques plutôt que m'orienter vers une classe préparatoire. Et à mon époque, il y avait un grave problème au niveau des CPGE sur l'anxiété des élèves qui n'était pas du tout prise en compte et des professeurs qui jouaient beaucoup avec ce type de comportement anxiogène. Aujourd'hui, les temps ont changé, les professeurs sont beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus alertés sur ce sujet, donc on vit une ère qui a un peu de transition et différente de ce que j'ai vécu à mon époque. Dans les commentaires, justement, ceux qui sont en classe préparatoire peuvent, je pense, en témoigner. Si 80% aujourd'hui des élèves qui sont en classe préparatoire recommandent ou sont très satisfaits de ce type de formation et sont prêts à le refaire s'ils en avaient le choix, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a une assez bonne ambiance dans ce type de formation. Mais la plupart des critiques ne se limitent pas à ça. La plupart des critiques, aujourd'hui, aussi pointent l'aspect discrimination sociale. En effet, je vous ai dit au début de vidéo que plus de la moitié des élèves des classes préparatoires sont d'origine de parents, mères, pères ou cadres dans des hautes fonctions d'entreprise ou même dans la haute fonction publique. Et ça, c'est une critique qui est assez problématique en fait pour une formation qui est censée être un ascenseur social, alors que au contraire, c'est un ascenseur social déjà pour des familles privilégiées au niveau de la France. Alors cette critique, elle s'entend, mais elle ne se généralise pas. Et je vais même aller un peu plus loin. Quand vous regardez en particulier les classes préparatoires en région Île-de-France, cette discrimination sociale est accentuée
en fait par la ville de Paris. En effet, vous avez la plupart des grandes classes préparatoires de Paris. Si vous prenez en fait les 5 grandes classes préparatoires de la région parisienne, en comptant Hoche, en comptant Ginette, en comptant Louis le Grand, Henri IV, vous avez aussi les grandes prépas de province telles que le lycée Fermat et plein d'autres, celle de Strasbourg aussi. Si vous prenez ce regroupement de prépa, elles forment à la majorité des entrées des plus grandes écoles d'ingénieurs en France. C'est-à-dire que du moment à ce que vous êtes bien admis dans ces écoles et que vous avez bien fait votre formation de terminale, vous êtes quasi sûr d'avoir, enfin quasi sûr, toujours du travail bien sûr, mais vous avez quand même une probabilité assez élevée d'avoir une formation qui soit assez adéquate à vous et à votre cursus pour atteindre en tout cas de grandes écoles. Et alors, en plus de cela, si vous prenez les top lycées, classes préparatoires de ces écoles, vous avez quasiment un gros taux de succès même pour l'entrée aux plus grandes écoles telles que l'X ou l'ENS. C'est ça qui est assez discriminatoire, c'est que du moment où vous n'avez pas assez performé en classe de terminale dans un bon lycée qui a accepté assez d'élèves dans ces grandes prépas, bah vous avez moins de chances en tout cas d'atteindre ces écoles parce que vous n'allez pas forcément avoir la formation adéquate ou ce qu'il faut pour réussir. Par exemple, dans mon cas, je n'avais strictement aucune chance d'entrer dans des écoles d'ingénieurs lorsque j'étais en tout cas à l'université parce que je n'avais pas la formation adéquate, même si après j'ai réussi à avoir des concours tels que les arts et métiers ou l'ENSIMAG lorsque j'étais en master, en passant les concours par la voie du master et de la fin de licence 3. Mais ça, c'est quand même des choses qui sont différentes, hein, qui est un fonctionnement qui est vraiment à part d'accéder à ces écoles par l'université et qui reste assez marginal. En effet, lorsque j'ai passé les concours universitaires pour entrer dans les écoles d'ingénieurs sans passer par les classes prépa, il faut comprendre que le nombre de places est très réduit. Et là, on vient à un autre sujet, en quoi l'aspect discrimination sociale est encore plus accentué même au sein des classes prépa, c'est que tout simplement, il y a une suprématie assez forte au niveau des mathématiques. Lorsque vous choisissez une PCSI ou une MPSI, vous n'allez pas avoir le nombre de places qui va être alloué dans certaines écoles par rapport à votre choix de cursus pour l'année suivante. Si vous avez pris MP ou Psy, vous avez un nombre de places qui va être différente selon le choix de filière que vous avez choisi. Donc, au final, il y a même une sorte de classement interne au sein des classes prépa qui donc est assez anxiogène du coup par rapport au stress que ça peut engendrer, mais qui va décider directement à quelle position vous allez être dans votre classe prépa, mais aussi à quel type de concours vous allez pouvoir prétendre et à quelle chance vous allez avoir un nombre de places suffisant pour accéder à ces concours. Vous imaginez pas le stress que ça peut causer, je pense que dans les commentaires vous allez pouvoir en parler pour certains qui ont vécu ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ceux qui ont au contraire bien vécu le stress que ça a engendré, ça peut être très intéressant de savoir comment vous l'avez vécu dans votre classe prépa et comment aussi vous avez réussi, pour certains qui n'étaient pas forcément dans des grandes prépas, pour tirer votre épingle du jeu et avoir des grandes écoles d'ingénieurs telles que une IMT, hein, on va prendre une grande mine par exemple, je sais pas, mine de Paris ou une grande centrale, ou XENS encore, à partir de ces écoles-là, comment vous avez réussi à tirer vos épingles du jeu. Ça peut être très intéressant que vous complétez ma vidéo à part votre expérience, parce que moi je lis vos commentaires, ils sont vraiment top, et je pense que ça peut même en faire peut-être une suite que je traiterai. Le troisième problème en classe prépa, c'est le coût. Et quand on parle de coût, on parle de multiples coûts. Déjà, bien sûr, il y a les enseignants. Ce sont des professeurs agrégés qui ont une chaire dans le supérieur. Ces enseignants-là qui ont été sélectionnés par des inspecteurs, qui ont été pris parmi les meilleurs enseignants qui existent par rapport à leur cursus, la plupart du temps avec des enseignants qui ont un doctorat, mais aussi des enseignants qui ont une appétence, qui ont été évalués comme étant aptes à enseigner dans ces classes. Ces enseignants-là, ils ont un salaire plus élevé par rapport à leur échelon, par rapport à l'ancienneté, que beaucoup d'enseignants qui existent forcément dans l'enseignement supérieur, mais même dans l'enseignement classique. Ces enseignants-là, en plus, peuvent donner des heures supplémentaires plus facilement. Ils peuvent aussi avoir d'autres types de privilèges quand ils corrigent des copies, quand ils gèrent une classe, etc., etc. Et en fait, vous allez voir, ça s'explique, parce que malgré que ces enseignants ont un coût qui est très élevé, le coût aussi de s'occuper que d'une classe, c'est-à-dire par rapport à un professeur dans le lycée qui s'occupe de 2-3 classes, un prof en classe prépa ne se concentre que uniquement sur une classe, par exemple la MPSI, peut s'expliquer tout simplement par rapport à la charge de travail. La charge de travail d'un enseignant en classe prépa, en fait, peut être beaucoup plus difficile que dans d'autres sections. En effet, il va devoir préparer les étudiants, donc c'est-à-dire préparer ses cours, classiquement, pour 8 heures, 9 heures par semaine, et à côté, il va devoir organiser les heures de colle, il va devoir faire en sorte de corriger toutes les copies qu'il a eues chaque semaine et qui sont des gros pavés par rapport à d'autres sections, il doit corriger les devoirs maison, il doit préparer les prochains devoirs maison et les prochaines évaluations, il doit en faire en sorte de faire plein de tâches qui sont pas forcément les meilleures, hein, c'est des tâches assez fastidieuses et qui demandent énormément de temps. Le coût, il est donc en argent, en temps, mais aussi en logistique. Préparer des élèves en classe prépa, c'est demander aussi de faire en sorte qu'ils soient cadrés dans un établissement public, secondaire, où il y a d'autres élèves, et faire en sorte qu'ils puissent passer des examens, avoir les salles pour qu'ils puissent passer les examens, faire en sorte qu'ils puissent aussi être prêts le jour du concours pour y aller, faire en sorte aussi que ces élèves-là aient tous les moyens pour passer leurs heures de colle en fin de journée, et en plus, il faut payer donc les personnes qui vont faire passer ces cols. Alors colle, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais colle, je parle KHO,
O2LE, ce sont les interrogations orales, où on fait passer les élèves à l'oral pour justement évaluer leur niveau. Et ces heures de colle là, ils doivent être passées par des enseignants qui sont souvent payés entre 50 et 70 € de l'heure brute. Et si vous imaginez que vous avez, je sais pas, à peu près une dizaine de colles par semaine en mathématiques et aussi en physique, vous avez une vingtaine d'heures de colle passées, ça fait un coût qui est assez élevé. Dans les années, je sais plus lesquelles, avec François Hollande, il y avait une forte critique justement sur le coût qu'engendraient des élèves en classe prépa, et il y avait une montée justement de manifestations pour dire qu'au contraire il faut protéger ces formations. Mais en fait, le coût élevé que engendrent des classes prépa est réel, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Et aujourd'hui, on dit souvent qu'un élève en classe prépa coûte entre 15 000 et 17 000 € en moyenne, tandis qu'un élève à l'université coûte 55% de moins. Donc le coût des élèves en classe prépa est différent qu'un élève en classe à l'université, et c'est ça qui est très critiqué aussi aujourd'hui. Alors, au final, la troisième partie que je voulais engendrer, c'est pourquoi faut-il quand même nuancer tous ces propos qui critiquent les élèves en classe prépa, qui critiquent même la classe prépa. Bah déjà, il faut pas oublier que ça reste un extraordinaire ascenseur social. La plupart des élèves qui finissent ces formations arrivent à occuper pour plus de la moitié quand même des postes de cadre dans des entreprises. Ça permet quand même à des personnes d'avoir un salaire assez confortable, à réussir à se développer professionnellement et à s'épanouir professionnellement avec des connaissances de base, une exigence du travail qui a été donnée lors de ces formations, qui est une base fondamentale pour leur vie. Donc c'est un ascenseur social, en plus, qui a un coût qui est beaucoup moindre que ce qu'on peut connaître aux États-Unis. En effet, si on avait la même formation dans un pays autre où on devrait payer le coût de cette formation, vous n'imaginez même pas, mais ça serait à peu près en effet du 10 000, 15 000 € l'année à payer pour faire une classe prépa. Vous imaginez donc aller faire votre classe prépa et on vous dit bon, il faut facturer entre 20 000 et 30 000 € votre classe prépa. Ça aurait été terrible. En France, on a cette chance, c'est ça, on critique beaucoup, mais on a cette chance de pouvoir quand même avoir une telle formation de qualité exigeante, aussi épanouissante, et avoir un ascenseur social pour un coût qui est quand même très peu élevé. Donc ça, c'est un des avantages quand même qu'il faut pas oublier aux classes prépa. L'autre avantage, c'est que c'est une formation quand même qui est très exigeante et qui est une base fondamentale pour beaucoup de scientifiques sur ce qu'ils souhaitent ensuite faire ou se développer dans l'avenir. Si vous faites une classe prépa et que vous bifurquez à l'université, vous aurez toutes les bases aussi pour bien suivre, voilà, les cours scientifiques que vous allez avoir dans votre formation. Donc la formation est exigeante, elle est épanouissante, les élèves sont satisfaits. Donc je crache pas sur les universités, j'ai fait une voie universitaire, je me suis éclaté, mais je dis juste que voilà, les classes prépa, ça reste quand même des formations privilégiées pour beaucoup de personnes qui peuvent en avoir la possibilité. C'est pour ça qu'il faut nuancer les personnes qui critiquent et qui disent que les classes prépa sont à détruire. Ils disent souvent qu'il faut fusionner le système des classes prépa aux universités pour réduire le coût de la classe prépa et faire en sorte que la classe prépa, au contraire, aujourd'hui, permette aux universités de plus rayonner dans la façon de former ses étudiants. C'est vrai que ça, c'est une discussion qu'il faut avoir. Pourquoi ne pas fusionner les classes prépa et les universités? Les CUPGE, qui sont les classes universitaires préparatoires aux grandes écoles, sont des formations préparatoires aux grandes écoles qui se font aujourd'hui directement dans les universités. Pourquoi ne pas continuer à faire ces formations directement aujourd'hui dans les universités en faisant en sorte que ça soit des maîtres de conférences, des professeurs d'université qui le font? La raison est simple, on ne recrute pas assez dans le supérieur, dans les universités, pardon. Si vous regardez le nombre de postes de maîtres de conf, par exemple en géométrie, un domaine de recherche par exemple qui est en mathématiques, il y en a très peu. Il y a eu très peu de postes de maîtres de conf en géométrie. Je suis pas géomètre, hein, mais quand j'ai vu le nombre de postes en géométrie qui est tombé aujourd'hui pour les maîtres de conf, j'étais assez attristé pour eux parce qu'il y en avait très peu. Donc déjà, il y a peu de postes, il y a peu de moyens, en tout cas financiers, dans les universités aujourd'hui pour créer ces classes préparatoires plus facilement. Donc il faudrait que si une telle fusion se fasse, que aujourd'hui on accepte d'arrêter en tout cas d'alimenter ce système de classes préparatoires dans les lycées et qu'on accepte au contraire à transférer ça davantage aux universités. C'est une discussion, c'est une critique, c'est des choses qui peuvent se discuter. D'autres sont pour, d'autres sont contre, mais voilà, la discussion est ouverte dans les commentaires. Je suis pressé de savoir ce que vous en pensez. Alors la question qui peut se poser maintenant pour beaucoup d'entre vous, c'est comment devenir professeur en classe prépa. Aujourd'hui, je suis data scientist à Givaudan, je lead des projets autour de l'intelligence artificielle dans cette boîte et je suis épanoui. Mais c'est vrai que l'enseignement me manque terriblement. Ça me manque d'être un formateur, de transmettre des connaissances en mathématiques qui soient fondamentales, qui soient épanouissantes aussi pour les élèves et qu'on puisse transmettre avec énergie et passion. Et ça me manque énormément et c'est vrai que je me pose des fois la question, comment retourner en classe prépa? Moi je n'ai aucune chance en fait, quasi aucune chance de redevenir classe en prépa. J'ai déjà essayé, j'ai déjà envoyé des mails à l'inspection, j'ai déjà demandé est-il possible d'avoir des informations pour bifurquer en classe prépa, si oui comment faire, etc. La réponse que j'ai eue c'est quasiment aucune en fait, ils m'ont jamais répondu par mail. Et malgré tout, toutes mes tentatives en tout cas pour avoir des informations, je me frotte à un mur. En effet, pourquoi? J'ai beau avoir une carrière de mathématicien agrégé dans le secondaire qui était épanouissante, j'ai beau avoir passé une thèse de mathématiques, j'ai beau avoir travaillé dans le privé, j'ai beau avoir fait continuer à écrire des articles et à faire de la recherche en mathématiques et avoir enseigné même en Belgique, j'ai beau avoir un CV en tout cas aux
honorables, il n'en reste pas moins que aujourd'hui, ces postes-là sont davantage donnés à des gens qui ont un haut classement à l'agrég et qui en plus de ça sont souvent normaliens ou sont souvent dans des écoles privilégiées ou qui ont connu en tout cas une excellence dans leur parcours. Moi, l'excellence dans mon parcours, je l'ai connue que professionnellement après, mais je ne l'ai jamais connue quand j'étais en terminale, quand j'étais dans les 2 premières années du supérieur, même si j'avais des excellentes notes à l'université. Je ne l'ai jamais connu parce que je n'ai jamais fait les bonnes formations. Le discriminateur social est fatal. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, si vous êtes pas dans les bonnes cases, en fait, vous allez être discriminé socialement toute votre vie. C'est ainsi. C'est dommage, c'est triste. Il faut se battre des fois. Hein. Les exceptions existent, il faut y croire, mais c'est difficile. Donc pour devenir professeur en classe prépa, il faut avoir un excellent classement à l'agrégation de mathématiques avant tout. Avoir ensuite une thèse en mathématiques souvent, et ensuite être assez flexible sur les postes de classe prépa que vous souhaitez avoir. Il faut savoir bouger. Il faut être assez jeune, du coup pas avoir fait trop de postdoc comme moi. Quand vous êtes vieux, vous pouvez plus trop bouger. Du coup, une classe prépa c'est pas facile parce qu'il faut que vous soyez flexible. Donc vous vous retrouvez coincé. Moi je suis totalement coincé. Je ne pourrais jamais être professeur en classe prépa alors que j'aurais adoré enseigner. Ça me manque tout simplement parce que maintenant je suis trop vieux, je suis peu flexible, je ne suis pas normalien, je n'ai pas eu un classement extraordinaire à l'agrég, je ne coche pas toutes les cases qu'il faut aujourd'hui malgré mon parcours. Voilà donc comment devenir professeur en classe prépa. La question qui se pose du coup c'est un cercle vicieux au final. Si vous écoutez bien, je vous ai dit souvent c'est les normaliens qui ont le top du classement à l'agrég, c'est du coup plus des normaliens qui deviennent profs en classe prépa parce qu'ils ont davantage de possibilités, pour avoir un bon classement à l'agrég, pour avoir un financement de thèse, pour ensuite être dans les listes des inspecteurs pour aller dans ces classes-là. Au final, est-ce qu'il y a un cadre vicieux avec les ENS? En effet, on voit bien que les ENS aujourd'hui forment les futures personnes qui vont à leur tour enseigner en classe prépa et former les nouveaux normaliens. Donc ça fait une sorte de cercle vicieux de normaliens qui forment les futurs normaliens, ainsi de suite. Et j'en avais parlé dans ma vidéo autour des critiques. D'ailleurs, vous avez été top dans les commentaires, bienveillant, vous avez complété mes propos. Vous avez par exemple nuancé en disant qu'aujourd'hui, on peut devenir normalien aussi par dossier, alors qu'à mon époque, on devenait juste auditeur libre. Les choses ont changé. Vous avez aussi dit dans les commentaires qu'il faut nuancer davantage les propos puisque les départements mettent un financement pour faire en sorte de former des élèves dans leur département et que du coup, quand il y a un transfert, il doit être exceptionnel ou il doit être fait en concertation avec le département pour que le coût soit transféré parce qu'en effet, le coût est imputé à un département avant tout. Donc tout ça, vous l'avez bien expliqué, vous avez bien nuancé le propos et au final, c'est ça que je voulais mettre un peu en avant dans ces vidéos. Faut-il supprimer les écoles normales supérieures? Faut-il supprimer les classes prépa? Mais moi, je pense qu'il faut nuancer ces propos. Les écoles normales supérieures sont quand même des formations que je trouve prestigieuses en France, qu'il faut au contraire mettre en avant, mais il faut quand même, qu'ils aient un avantage plus autocritique envers eux-mêmes, qui corrigent quand même les défauts qui existent aujourd'hui dans ces écoles, que ça soit bien sûr l'aspect social, qu'on n'arrête pas de parler, que ça soit aussi d'autres aspects qu'on a traités dans les 2 vidéos, mais qui font que des fois, il y a un élève qui voulait juste faire des maths et qui en avait la possibilité et qui a dû partir par exemple au magistère de mathématiques d'Orsay pour faire des maths alors que le NS aurait pu le faire parce qu'à la fin ils se sont retrouvés en master de toute façon. Mais vous voyez que c'est dommage, il y a des choses qui sont dommages, regrettables juste parce qu'il n'y a pas assez d'autocritique. Et en plus, ça je vous ai pris cette histoire, il y en a plein des histoires comme ça. Je voulais dire, des histoires un peu tristes autour des grandes écoles ou autour des prépas, il y en a plein. Moi je dis juste, l'autocritique ne ferait pas de mal à ces écoles. Et je pense que c'est ça qu'il manque aujourd'hui, davantage d'autocritique, davantage de remise en question sur le système de ces écoles pour faire en sorte que le fonctionnement au final soit correct. Donc faut-il supprimer l'école normale supérieure? Moi personnellement je suis pas pour. Il y en a en vidéo qui était assez pour, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire davantage pourquoi. Faut-il supprimer les classes prépa? Moi je suis pas du tout pour, je suis peut-être pour qu'on essaye de faire en sorte de plus les implémenter dans les universités en faisant en sorte que ça soit peut-être fait de façon plus intelligente. Voilà, moi j'aurais aimé en tout cas un système mieux réfléchi dans ce sens-là. Et après, voilà, tout est possible. Il faut juste être ouvert d'esprit, trouver des solutions et vous allez voir, je suis sûr que vous, si vous êtes en classe prépa ou dans ces écoles normales supérieures, demain, lorsque vous allez être dans un milieu professionnel, vous verrez que ces privilèges sociaux qui perdurent à toute votre vie, voilà, tout le temps, en fait, on peut faire en sorte qu'elles continuent, que moi je pense que tout le monde doit pouvoir avoir malgré tout ces privilèges, mais on puisse aussi faire en sorte qu'elles soient, voilà, accessibles à des personnes qui souhaitent les avoir et qui s'en donnent les moyens. C'est ça que j'essaye de mettre en avant dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'aimerais bien faire une vidéo partie 3, donc pour faire une vidéo partie 3 sur ce sujet, mettez un masse de commentaires. Comme vous avez fait sur la dernière vidéo, vous complétez, vous critiquez un peu ce que j'ai dit, vous faites comme vous avez fait, vous avez été vraiment top. Et ça permet de réfléchir, de faire une autre vidéo, on discute comme ça. Et je ferai peut-être bientôt, au mois de septembre-octobre, je réfléchis à faire des lives où je fais des sujets, voilà, de concours, sujets X, ENS ou autres, ensemble, en live, ça peut être fun. Et on peut s'amuser ensemble, comme ça, faire des maths, moi, ça me manque. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un like et à voir les prochaines vidéos de la chaîne. Tchuss!